Depuis plusieurs décennies, Pepsi a mené la vie dure à son plus grand concurrent, Coca-Cola. Et même si Pepsi a tenté à plusieurs reprises de conclure un marché avec Coca, ils ont longtemps eu beaucoup de mal à rester en vie. Ils ont fait faillite à 2 reprises et connu énormément de controverses un peu partout dans le monde. Des arnaques sur des millions de consommateurs et des promotions plus que douteuses sur leurs produits. Mais Pepsi est aussi connu pour avoir créé des publicités iconiques avec les plus grandes stars à travers le monde, dont une publicité avec Michael Jackson qui a clairement tourné au fiasco le plus total. Pendant longtemps, Pepsi était comme ça une marque en chute libre, condamnée à mettre la clé sous la porte, et malgré ça, cette boisson a réussi à révolutionner son industrie et à marquer des générations entières grâce à son marketing. Alors si vous pensez aujourd'hui que Coca-Cola est loin devant Pepsi, préparez-vous à être surpris, parce que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Alors voici l'histoire de Pepsi. Tout commence en 1867 lorsqu'un jeune garçon du nom de Caleb Bradham voit le jour en Caroline du Nord aux États-Unis. Caleb est né dans une famille fortunée, ce qui l'a permis d'avoir une très bonne éducation, et c'est comme ça qu'à son adolescence, il décide d'étudier la médecine à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et même s'il aura beaucoup de mal à décrocher son diplôme, Caleb décide d'ouvrir sa propre pharmacie en Caroline du Nord à l'âge de 25 ans. Et très vite, il commence à expérimenter avec des boissons gazeuses en mélangeant des sirops et des épices. Et finalement, après une centaine de mélanges différents, à l'âge de 31 ans, il invente une boisson qu'il décide d'appeler Brad's Drink, donc la boisson de Brad. Et cette boisson a pour but d'être une boisson digestive, donc une boisson qui est censée soulager les problèmes d'estomac. En gros, Caleb a élaboré cette boisson en mélangeant différents ingrédients, dont du sucre, de l'eau gazeuse, de la vanille, de l'huile essentielle de citron et d'autres ingrédients plus ou moins secrets à l'époque. Et l'année d'après, il va décider de rebaptiser cette boisson en l'appelant Pepsi Cola, et ça en référence à 2 ingrédients qui se trouvent eux aussi dans la boisson. Tout d'abord, on a la pepsine, qui est une enzyme digestive qui permet de digérer plus facilement des aliments, et cola en référence à la noix de cola, une source de caféine qu'on retrouve dans les forêts tropicales d'Afrique. Et très rapidement, Caleb se rend compte que son médicament, il a bon goût, il est même délicieux. Et les gens dans la ville se l'arrachent simplement parce qu'il est bon. Cette période va durer environ 5 ans. 5 ans pendant lesquels Caleb va vendre plusieurs dizaines de Pepsi Cola chaque jour. Mais un soir, en se rendant dans un café, il découvre une nouvelle boisson, une boisson qui est très similaire à la sienne et qui s'appelle le Coca-Cola. Il se rend alors compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec son Pepsi Cola et il décide de mettre son médicament en vente, mais cette fois-ci en tant que boisson. Du coup, juste après ça, il a dû fonder la Pepsi Cola Company. On est alors en 1903 et Caleb commence à vendre son Pepsi Cola en grande quantité et honnêtement, ça marche plutôt bien dans sa ville. Mais bon, quand on travaille tout seul, ça reste quand même compliqué de produire une énorme quantité de boissons pour toute une ville chaque jour de la semaine. C'est comme ça que la Pepsi Cola Company a connu une croissance extrêmement rapide sous sa direction parce qu'il a tout simplement engagé plusieurs dizaines d'employés. Et cette année-là, Caleb décide aussi de déplacer la mise en bouteille de ses Pepsi Cola de sa pharmacie à un entrepôt et il parvient à vendre quand même environ 30 000 litres de Pepsi. C'est donc à ce moment-là que Caleb décide de distribuer sa boisson en dehors de la Caroline du Nord et que la popularité de Pepsi explose. Il fait alors un choix important, celui de fermer sa pharmacie une bonne fois pour toutes et de se concentrer uniquement sur Pepsi. Et à partir de là, l'entreprise de Caleb gagne beaucoup d'argent, même énormément d'argent. Et une très grande partie de l'argent récolté de la vente des boissons est utilisée pour la publicité de la marque. Mais bon, à côté de son plus grand concurrent Coca-Cola, Pepsi ne fait clairement pas le poids. Et honnêtement, Caleb, ça lui fait un petit peu mal à son ego. À part ça, tout se passe bien, il gagne beaucoup d'argent et il devient très rapidement très riche. Et pendant environ 10 ans, Coca-Cola dominera le marché et Pepsi sera considéré comme le petit frère de Coca. Mais la situation de Pepsi va prendre un tournant lorsque la Première Guerre mondiale éclate. À cause de cette Première Guerre mondiale, le sucre va monter en flèche jusqu'à quadrupler de prix et c'est là que Caleb va faire un pari risqué. Il va décider d'investir dans le sucre en pensant que le prix allait faire qu'augmenter. Mais juste après avoir investi la quasi-totalité de ce que Pepsi avait rapporté, devinez quoi? Le prix est tombé en chute libre. Le prix du sucre a fini par valoir même pas 1/5 du prix auquel Caleb l'avait acheté. Du coup, Caleb se retrouve avec une quantité énorme de sucre qu'il a acheté beaucoup trop cher. Et tristement, c'est comme ça que Pepsi sera forcé de déposer le bilan en 1923. Caleb revend alors tout ce qui lui reste de la compagnie à un seul homme pour quelques milliers de dollars. Et à l'âge de 53 ans, Caleb qui avait fait fortune se retrouve tout seul de retour à la case départ. Et l'homme qui a racheté Pepsi, lui aussi ne va pas tenir longtemps parce que lui aussi va faire tomber Pepsi dans la faillite, même pas 10 ans plus tard, en 1931. Et donc lui aussi sera forcé de vendre l'entreprise, en tout cas ce qui reste de l'entreprise, et il le vendra à un certain Charles Guth. Et ce cher Charles, c'était en réalité un homme d'affaires assez brillant. Il avait déjà une entreprise de
bonbons qui s'appelait Lost Candies, qui fonctionnait plutôt bien. Et après avoir quand même essayé de racheter des parts de Coca-Cola, Charles a profité du fait que Pepsi faisait faillite pour une deuxième fois pour racheter l'entreprise à seulement 10 500 $. Mais malgré ça, Pepsi ne connaît toujours pas le succès et ils sont alors passés à 2 doigts de mettre la clé sous la porte pour une troisième fois. Et à un moment donné, Charles Guth en a eu marre et dans une tentative désespérée, il a contacté Coca-Cola en essayant de leur vendre Pepsi. Mais les responsables de Coca-Cola ne croyaient tellement pas en la marque Pepsi qu'ils ont refusé l'offre à 3 reprises. Ils ne voulaient tout simplement pas en entendre parler et ils se disaient que Pepsi allait finir par disparaître une bonne fois pour toutes. Ce qui paraît fou quand on connaît l'histoire entre Pepsi et Coca-Cola aujourd'hui. Parce que si Coca-Cola aurait accepté l'offre faite par Charles, ça aurait fait un concurrent de moins et aujourd'hui ils auraient alors quasiment un monopole. Enfin bref, comme Charles Guth n'arrive pas à vendre son entreprise, il décide de se retrousser les manches et du coup, en 1935, Pepsi s'installe à Long Island. Et après avoir modifié légèrement la recette de Pepsi, Charles Guth a une idée qui allait sauver Pepsi. Il a alors tout simplement décidé de recycler des bouteilles de bière pour ses boissons, ce qui lui permettait d'avoir moins de dépenses et de du coup pouvoir proposer son produit 2 fois moins cher que son plus grand concurrent. Logiquement, des gens commencent à en acheter et très rapidement, les consommateurs deviennent accros au Pepsi. Et ce sera donc de cette façon que Pepsi repartira de plus belle. En 1933, la boisson Pepsi est vendue dans plus de 300 magasins et dans 83 pays à travers le monde. Et seulement 3 ans plus tard, l'entreprise amasse plus de 2 millions de dollars par an. Ils deviennent alors la deuxième plus grande entreprise de soda, toujours derrière Coca-Cola. Mais malheureusement, entre-temps, Caleb décède le 19 février 1934 et il ne saura donc jamais à quel point sa boisson est devenue l'une des marques les plus célèbres au monde. De 1936 à 1938, pendant la crise économique, Pepsi va doubler ses bénéfices et c'est à ce moment-là que Coca se rend compte de l'erreur qu'ils ont commise en n'acceptant pas l'offre de Charles. Et comme ce sont de gros rageux, ils vont décider de poursuivre Pepsi en justice. Et ça, simplement parce qu'ils utilisent le nom Cola dans leur nom. Coca soutient donc que Pepsi ne respectent pas leurs droits d'auteur et Pepsi quant à eux retorque que Coca-Cola essaie de créer un monopole illégal sur l'industrie du coca et finalement Pepsi va gagner le procès et ils peuvent donc conserver le nom Pepsi-Cola. Mais entre-temps Pepsi change d'avis et ils décident de raccourcir leur nom en Pepsi et à l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, Pepsi décide de montrer son patriotisme en modifiant le logo dans les couleurs du pays et puis en 1949, Pepsi change de directeur général en nommant Alfred Steele à la tête de l'entreprise et son arrivée était un atout majeur pour Pepsi. Et principalement parce qu'il était l'ancien vice-président de Coca-Cola. Il a donc pris en main l'entreprise avec l'ambition de relancer la marque, et sous la direction d'Alfred Steele, Pepsi a adopté une approche de marketing agressive pour pouvoir concurrencer Coca-Cola. Il a mis en place des campagnes publicitaires innovantes, et il a rendu la marque de Pepsi beaucoup plus glamour en signant des contrats de sponsoring avec des célébrités, et finalement il a aussi demandé de modifier le logo. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des meilleurs directeurs généraux de l'histoire de Pepsi, et c'est comme ça que pendant les prochaines décennies, Pepsi va faire augmenter son profit et ça principalement en créant de nouvelles boissons. En 1964, Pepsi lance comme ça la toute première boisson light de l'histoire et 10 ans plus tard, Pepsi lance sa première bouteille en plastique, ce qui va la rendre plus accessible au grand public. Finalement, en 1984, c'est l'année où Pepsi commence à sérieusement concurrencer Coca-Cola parce que c'est là que Pepsi va devenir beaucoup plus qu'une simple boisson. Ils vont décider de s'associer avec la plus grande star de la musique à ce moment-là, Michael Jackson, et ils vont créer une publicité dans laquelle on va le voir danser et chanter sur Billie Jean version Pepsi. Mais la collaboration entre Pepsi et Michael Jackson deviendra beaucoup plus célèbre pour un incident qui se passera sur le tournage d'une des publicités. Au tout début de l'année 1984, Michael Jackson signe un accord de parrainage avec Pepsi. Cet accord implique logiquement la participation de Michael Jackson à plusieurs publicités télévisées de Pepsi. Et le 24 janvier 1984, pendant une des scènes de leur publicité, un incident va se produire. Il y a un problème pyrotechnique, suite à quoi des étincelles artificielles ont provoqué un incendie qui a rapidement touché la tête de Michael Jackson. À cause de cet accident, Michael Jackson a subi des brûlures au cuir chevelu et au visage et il a dû subir des opérations de chirurgie plastique pour réparer les dommages causés par ces brûlures. Malgré cet événement, cette année marque le début d'une longue série d'associations entre Pepsi et des personnalités de la musique, du sport et du cinéma. Mais le seul problème, c'est que pendant ce temps-là, Coca-Cola ne lâche toujours pas l'affaire. Eux aussi continuent de vendre énormément et surtout de vendre plus que Pepsi. Du coup, Pepsi se sent obligé de redoubler d'efforts pour tenir la cadence de Coca-Cola et pendant environ 20 ans, les deux vont se répondre sans cesse. Comme ça, on arrive finalement en 2006 et cette année-là, Pepsi nomme Indra Nooyi en tant que directeur général du groupe. C'est une femme d'affaires indienne et américaine qui va alors diriger Pepsi d'une main de fer. Et à ce moment-là, Pepsi est le deuxième groupe le plus important au monde à être dirigé par une femme. Et elle aussi va faire évoluer le logo de Pepsi. Et c'est comme ça que Pepsi arrivera aujourd'hui à être le géant qu'on connaît. Mais attendez une seconde.
parce qu'il s'est évidemment passé beaucoup plus que ça. L'histoire de Pepsi ne se résume pas uniquement au fait de sortir boisson sur boisson. En réalité, c'était une lutte acharnée avec Coca-Cola et Pepsi était prêt à tout pour passer devant. Comme on l'a vu, depuis sa naissance, Pepsi a quasiment toujours été vu comme le petit frère de Coca-Cola. Et au fil des années, la rivalité entre deux a fait que prendre de plus en plus d'ampleur. C'est comme ça que dans les années 70, Pepsi a mené des tests de goût à l'aveugle dans les magasins, dans le cadre de ce qu'on appelait le Pepsi Challenge. Ces tests suggèrent que davantage de personnes préfèrent le goût de Pepsi au goût de Coca. Bon, après, c'est eux qui le disent, donc pas sûr que ce soit très fiable. Mais les ventes de Pepsi ont commencé à grimper petit à petit, et Pepsi a alors lancé le challenge à travers tous les États-Unis. Et cette stratégie a largement contribué à l'augmentation de la notoriété de Pepsi. Parce que les gens aimaient tout simplement le fait que Pepsi assumait sa rivalité avec Coca. Et donc suite à ça, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des colas a commencé. Et cette guerre des colas, c'est un chapitre légendaire dans l'histoire des entreprises et de la publicité. Cette rivalité a pris différentes formes au fil des décennies. Et tout d'abord, c'est en quelque sorte Pepsi qui s'est attaqué à Coca-Cola. Enfin, ils ont tout simplement essayé de concurrencer Coca-Cola et Coca l'a bien sûr mal pris. Parce qu'à la base, c'est Coca-Cola qui régnait largement sur le marché et Pepsi a voulu bousculer les choses en proposant une boisson avec un prix plus attractif. Après ça, en 1985, Coca a tenté un coup risqué en introduisant la New Coke, un nouveau goût de sa boisson, ce qui était en réalité pas une si bonne idée que ça, parce que ça a déclenché une réaction en chaîne des consommateurs fidèles de Coca qui aimaient le Coca-Cola original. Et dans les années 80, Pepsi a décidé de passer aux choses sérieuses, parce que c'est là qu'ils ont vraiment commencé à travailler leur image de marque. Tout d'abord, ils ont lancé l'une des campagnes les plus iconiques, la Pepsi Generation. Cette campagne a mis en avant la jeunesse des États-Unis et elle comprenait des publicités avec des célébrités comme, bien sûr, le roi de la pop, Michael Jackson. La décennie suivante, Pepsi a lancé la promotion Pepsi Stuff qui offrait des récompenses aux consommateurs pour l'achat des produits Pepsi. Et cette campagne a largement contribué à stimuler les ventes de la boisson. En 2010, Pepsi a lancé une campagne visant à rediriger une partie de son budget publicitaire vers des projets communautaires avec le Pepsi Refresh Project et les consommateurs pouvaient alors voter pour des initiatives qu'ils voulaient voir financées. Pepsi s'arrête évidemment pas là. En 2012, il lance la campagne Live for Now et la campagne comprenait des publicités avec notamment Beyoncé. Donc c'est clair que pour pouvoir concurrencer avec Coca-Cola, Pepsi investissait énormément d'argent dans les célébrités, mais aussi les événements sportifs. Et depuis de longues années maintenant, Pepsi est devenu célèbre pour ses publicités diffusées pendant le Super Bowl, l'événement sportif le plus regardé au monde. Ce partenariat permet comme ça à Pepsi de toucher des millions de téléspectateurs chaque année. Et ces publicités sont souvent spectaculaires, mais surtout, ils mettent en scène, encore une fois, des célébrités. En plus de la NFL, Pepsi a aussi des partenariats avec d'autres organisations sportives comme la Ligue nationale de baseball et la NBA. Et là où ils sont vraiment forts, c'est que Pepsi crée chaque année de nouvelles publicités adaptées aux marchés locaux du monde entier, avec des célébrités et des thèmes spécifiques à chaque région. En gros, les sponsors et les partenariats de Pepsi, c'est vraiment la chose qui tient Pepsi en vie face à Coca-Cola. Au fil du temps, l'entreprise PepsiCo est devenue l'une des plus grandes entreprises au monde, et ça en acquérant plusieurs marques bien connues. Comme ça, ils ont racheté plus d'une vingtaine de marques comme Doritos, KFC, Pizza Hut, Cheetos, Lay's. Et même si dans l'ensemble, Coca-Cola continue de surpasser Pepsi dans quasiment toutes les régions du monde, quand on sait d'où vient Pepsi à la base, on peut clairement pas voir ça comme une défaite du côté de Pepsi. Par exemple, depuis 2012, Pepsi est la troisième boisson la plus populaire en Inde, et en comparaison, le Coca y est environ 2 fois moins consommé. Et si on prend la Russie par exemple, on se rend très vite compte que Pepsi détenait à ses débuts une part de marché beaucoup plus importante que celle de Coca-Cola, mais cette avance de Pepsi a très rapidement diminué après la guerre froide dans les années 40. Pour vous expliquer rapidement l'histoire qu'il y a eu entre Pepsi et la Russie, à la fin des années 60, le Kremlin exerçait énormément de contrôle sur leur monnaie, et à l'époque où Pepsi voulait vendre sa boisson sur le marché russe, sur le marché de l'Union soviétique, il était en fait illégal d'échanger sa monnaie à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire que l'argent que gagnerait Pepsi en Russie devrait rester en Russie. Logiquement, Pepsi ne voulait pas se retrouver avec des bénéfices qu'ils ne pouvaient pas utiliser dans leur pays, les États-Unis. Du coup, au lieu de vendre du Pepsi contre de l'argent, Pepsi a décidé de conclure un marché avec le gouvernement de l'Union soviétique. Et pendant plusieurs années, Pepsi a tout simplement accepté de la vodka comme moyen de paiement, et comme ça, Pepsi revendait la vodka aux États-Unis. Pepsi a été le premier produit étranger dont la vente était autorisée en Union soviétique. Suite à ça, Pepsi est devenu un symbole de la relation politique entre l'Union soviétique et les États-Unis, mais quand l'Union soviétique est devenue la Russie, le Coca-Cola y a été introduit, et bizarrement, Coca-Cola a très vite dépassé Pepsi sur le marché russe. Et si Pepsi s'est fait connaître pour son pouvoir de résilience face à Coca-Cola, ils ont aussi une autre réputation, celle d'être une entreprise prête à tout
pour gagner un maximum d'argent. Parce que je vous ai en réalité pas encore tout dit, Pepsi a mené plusieurs campagnes qui ont fait polémique, des campagnes qui ont amené Pepsi au bord de la faillite. Il y a plus de 30 ans, Pepsi a organisé un concours aux Philippines nommé le Number Fever. Ils ont alors annoncé qu'ils imprimeraient des numéros allant de 1 à 999 à l'intérieur des capsules de bouteilles Pepsi. Et certains numéros pouvaient être alors échangés contre des prix allant de 100 pesos, environ 4 € à ce moment-là, jusqu'à 1 million de pesos, soit environ 40 000 $. À savoir qu'à cette époque, c'est équivalent à environ 600 fois le salaire mensuel aux Philippines. Et cette promotion de Pepsi a logiquement connu un énorme succès parce qu'elle a augmenté les ventes mensuelles de Pepsi de 10 millions de dollars à 14 millions de dollars. Et Pepsi avait prévu un total de 2 millions de dollars, soit maximum 2 gagnants. Il est donc inutile de préciser que ce prix changerait la vie du Philippin qui aurait le fameux numéro gagnant. Et ce concours est devenu populaire au point où quasiment tous les Philippins participaient au concours en collectant des capsules de bouteilles Pepsi. Il y avait des gens qui achetaient plus de Pepsi pour avoir plus de chances de gagner, mais certains fouillaient même les poubelles au cas où ils auraient la chance de trouver une capsule avec le numéro gagnant. Et comme Pepsi avait un budget défini pour cette campagne, ils avaient logiquement tout prévu avec leurs ordinateurs. Ils avaient mis en place un système pour déterminer les numéros à imprimer sur les capsules de bouteilles. Comme ça, ils pourraient être certains qu'il y avait seulement 2 capsules avec le numéro gagnant de 1 million de pesos. Et ça voulait dire en gros que Pepsi avait le contrôle sur la somme d'argent qu'ils dépenseraient pendant cette campagne. Et cette campagne marchait tellement bien qu'ils ont décidé de la prolonger de 5 semaines. Mais c'est là que Pepsi a fait une grosse erreur. Le système informatique qu'ils utilisaient pour déterminer les numéros imprimés sur les capsules de bouteilles n'avait pas été conçu pour que la compétition dure aussi longtemps. Et le fait de prolonger le concours, ça a provoqué un problème informatique qui allait avoir des conséquences dramatiques. Et c'est comme ça que le concours arrive à sa fin le 25 mai. La chaîne de télévision principale va se mettre à annoncer le numéro gagnant et tous les Philippins sont alors devant leur télévision, impatients de savoir s'ils sont les grands gagnants. La présentatrice annonce alors le numéro gagnant pour les 1 million de pesos et le numéro gagnant est alors le numéro 349. À ce moment-là, alors que seulement 2 personnes étaient censées avoir gagné, avoir le numéro 349, des milliers de Philippins ont célébré en même temps parce qu'à cause du problème informatique que Pepsi avait subi, plus de 600 000 capsules avec le numéro 349 avaient été imprimées et vendues à travers le pays. Il y en avait tellement que certaines personnes avaient même 2 capsules avec ce numéro chez eux. Et comme on peut l'imaginer, quand le numéro gagnant a été annoncé, des centaines de milliers de personnes ont sauté de joie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, aux Philippines, énormément de gens vivaient dans la pauvreté extrême et que ça allait tout simplement changer leur vie pour toujours. Les gens ont donc logiquement commencé à faire la fête dans les rues et certaines personnes ont directement décidé de se rendre à l'usine de Pepsi pour réclamer leur argent. C'était le chaos total. Et pendant ce temps-là, les dirigeants de Pepsi commençaient à paniquer, logiquement, en se rendant compte de l'erreur qu'ils avaient commise. Ils ont donc rapidement annoncé que le numéro gagnant était en fait une erreur, mais pour montrer leur bonne volonté, ils ont quand même décidé d'offrir 500 pesos à chaque personne qui se présenterait avec la capsule 349, ce qui à ce moment-là équivalait à environ 18 $. C'était clairement du foutage de gueule. Et comme on peut se l'imaginer, les gens étaient vraiment en colère et beaucoup de personnes ont commencé à manifester dans les rues. Ils s'en fichaient complètement que ce soit une erreur. Pour eux, Pepsi était une entreprise milliardaire et ils voulaient tout simplement qu'on leur donne ce qui leur était dû. Et comme ça a escaladé et certaines personnes se sont mis à jeter des cocktails Molotov dans les fenêtres de l'usine Pepsi et bombarder des camions de l'entreprise. Ces émeutes ont fait de nombreux blessés et ont amené à la mort de 5 personnes. Mais malheureusement, ce n'était pas la dernière fois que Pepsi a eu des problèmes avec leur concours. 4 ans plus tard, Pepsi a lancé une campagne similaire aux États-Unis. Cette fois, les consommateurs pouvaient échanger des points contre des articles du catalogue Pepsi. Ce programme permettait aux clients d'échanger des articles en utilisant les points accumulés lors de l'achat de ces boissons. On pouvait comme ça utiliser ces points pour avoir un t-shirt, une casquette, un sac ou encore un vélo. Et dans la publicité, ils affirmaient que pour 7 millions de points, on pouvait gagner un avion de chasse qui coûtait plusieurs millions de dollars. Parce qu'à l'époque, ce type d'avion valait environ 23 millions de dollars. Et ça a très vite attiré l'attention d'une personne, un jeune étudiant nommé John Leonard. Et John s'est très rapidement rendu compte qu'il pouvait acheter 7 millions de points pour seulement 700 000 $. C'était donc clairement une très bonne affaire pour John. Après quelques appels téléphoniques avec des investisseurs et quelques mois de travail plus tard, John a réussi à rassembler les points nécessaires et il a envoyé les documents pour réclamer son avion de chasse. Mais la réponse de Pepsi allait le surprendre.
parce qu'ils ont affirmé que leur publicité était en fait une blague et qu'ils ne lui enverraient jamais son jet. John a donc décidé de poursuivre l'entreprise en justice pour fausse publicité, et encore une fois, Pepsi s'en est tiré. Parce qu'ils ont gagné le procès, et ils ont simplement dû modifier leur publicité en y ajoutant que c'était une blague, et par la même occasion, ils ont changé le nombre de points à 700 millions de points au lieu de 7 millions de points. Et si cette histoire t'intéresse, je te conseille la série Pepsi Where is my jet, qui évoque cette histoire un peu plus en détail. Enfin voilà, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et de quelle autre marque on pourrait potentiellement faire une analyse sur la chaîne. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et que tu souhaites suivre la chaîne et soutenir la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.